après le décompte se fait tout seul. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est de retour aujourd'hui en plateau, en direct de Lille, avec In-Situ pour un webinaire sur le sujet du CSRD. De manière générale, on va parler de la RSE dans les entreprises. On a des super invités qui sont avec moi en plateau. On va vous lancer le générique pour que vous ayez le temps de vous installer, que la notification LinkedIn elle appelle tout le monde. Je suis très content et on se retrouve tout de suite après. Ben, écoutez, bonjour. Je vois qu'on est repassé en direct. Bienvenue sur le webinaire de In-Situ. Je suis un peu pris au dépourvu, je pensais qu'il y avait 2 minutes encore. Alors du coup, dans le chat, il faut que vous nous disiez dans quelle ville vous êtes. Aujourd'hui, on a des invités qui ont pris le train pour venir. Bonjour à tous. Bonjour Franck, bonjour. Salut Damien. Colline. Salut. Et bonjour Noël. Salut. Dans le chat, dites-nous dans quelle ville vous êtes. Il y a les BizDev de In-Situ qui sont là si vous êtes intéressés pour travailler avec eux ou trouver des missions, que ce soit dans le thème d'émission ou pas. Ils seront contents de vous contacter. D'où vous êtes venu aujourd'hui? Franck, toi, t'es le local? Ouais, de Lille. Du coup, j'ai pris le métro. T'as pris le métro? Super. Moi, j'ai pris le train, le métro, je viens de Rennes. Tu viens de Rennes. Et Noël, t'es venu de Paris aujourd'hui? Ouais, en train aussi. En TGV aussi. C'est important de préciser, en TGV. Tu voulais venir en avion? Ah bah oui, mais il n'y a plus de place dans l'avion, donc j'ai dû prendre le bas carbone, je suis dégoûté. Je sais pas. Il y a encore des lignes Paris et Lille, tu crois? Non. Il fut une époque où il y en avait quand même, je pense. Ok, cool. Dans le chat, enchanté à tous, à toutes. Le sujet aujourd'hui, c'est bien sûr de rentrer dans le monde du CSRD, de l'impact, en fait, du rôle de l'impact dans les entreprises. Il y a une nouvelle réglementation dont on va parler, alors qui est déjà plus ou moins en vigueur, on ne sait pas exactement. Noël nous éclaircira carrément là-dessus. C'est une contrainte ou est-ce que c'est une opportunité pour les entreprises? Est-ce que ça a un impact sur l'IT, sur le monde du conseil, sur les collaborateurs dans ces entreprises-là? De manière générale, Noël, est-ce que tu peux nous donner un mot sur le CSRD, nous expliquer ce que c'est? Déjà, le CSRD, est-ce que pour éclaircir les gens, on peut dire que le CSR, ça veut juste dire RSE en anglais? Alors, CSR, ESG, oui. CSRD, c'est pas du tout lié au terme anglais de CSR. C'est la nouvelle réglementation européenne qui va forcer, qui va donner l'obligation à plus de 50 000 entreprises en Europe. Il faut que tu parles plus près du micro. À divulguer de manière très structurée leurs données environnementale, sociale et de gouvernance. Donc c'est de très loin le morceau de texte de loi le plus ambitieux qui existe sur le reporting extra-financier dans le monde, avec plus de 1700 indicateurs, plus de 4000 points de données différentes. Et là où ça innove un petit peu, c'est qu'avant, on faisait des divulgations en choisissant ce qu'on mettait dedans, on choisissait les méthodes de calcul, et c'était pas comparable, ne pouvait pas avoir de benchmark. Et là, pour la première fois, on a quelque chose de très bien cadré, très structuré. Chaque définition est extrêmement précise, et chaque entreprise va devoir réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important par rapport à son activité dans ce texte de loi pour ne garder que l'essentiel, mais divulguer ces éléments essentiels de manière très comparable pour que ça soit enfin compréhensible par l'ensemble des parties prenantes, les salariés, les clients et les investisseurs. Donc c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps au démarrage à prendre en main, ça va changer beaucoup de choses chez les entreprises, mais une fois qu'on aura fini cette transition, tout le reste de la gestion de la donnée ESG, RSE devrait logiquement se simplifier un petit peu. Super. On va vous présenter. On a commencé par ça parce que vraiment c'était le sujet, mais il faut qu'on vous présente. Franck, tu t'appelles Franck Poilon, on t'a invité parce que tu es l'ancien directeur général de Jules et on voulait ton témoignage sur le passage d'entreprise à mission. Est-ce que c'est correct? Tout est correct jusque-là, ouais. C'est une boîte dans laquelle j'ai passé 14 ans. 14 ans en fait? Ouais. Ah, je me rendais pas compte. Et t'as fait 14 ans en tant que DG ou t'as fait plusieurs années? Alors non, j'ai un parcours un peu hybride. Je suis rentré en tant que directeur juridique. Ouais. Et après, je suis passé sur des fonctions d'exploitation, contrôle de gestion, pilotage des stocks et direction générale en 2020. D'accord. Eh bien, enchanté, merci d'être venu. Avec plaisir. Colline, du coup, qui est venue de Rennes, tu es la fondatrice de Social Déclic. Donc, ça fait combien de temps que tu aides les freelances à trouver des missions qui ont du sens? Ça fait à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Social Déclic, c'est un projet né du confinement, plein confinement. Et c'est vraiment l'idée d'aider des freelances à trouver des missions plus engagées, plus en phase avec leurs valeurs et aussi d'aider toutes les structures à trouver des talents qui sont experts sur ces sujets de durabilité, de numérique responsable, d'éco-conception, d'accessibilité.
Et du coup, tu travailles beaucoup avec des associations employeuses, des ONG, etc. Alors nous, effectivement, la cible de structures sur lesquelles on place des freelances, c'est beaucoup des associations, pas mal le secteur public aussi, tout ce qui va être les startups d'État, l'ADEME, etc. Et après, on peut avoir des entreprises en transition sur des sujets plus de communication responsable, peut-être de bilan carbone, et on voit de plus en plus des besoins sur la partie CSRD. Effectivement, c'est une clientèle hyper particulière. Et Noël, du coup, tu as fondé il y a combien de temps, Zay ? Zay, ça va faire 9 ans maintenant. Non, félicitations. Donc en gros, c'est un logiciel qui permet de centraliser tous les référentiels RSE et d'impact qu'une entreprise utilise, CSRD, carbone, les Ecovadis, les Bicorp, les ISO, les labels, pour tout mettre en commun, éviter la double saisie et simplifier au maximum la gestion et bénéficier de ce temps et ces ressources qu'on va économiser dans la gestion de la donnée pour mettre en place des vrais plans de transformation pour améliorer son impact et devenir champion sur ces sujets dans son secteur. Hop. Est-ce que c'est la première fois que vous vous rencontrez tous les trois ou pas ? Ouais. Parce que du coup, on remercie c'est Gaëtan de In-Situ qui vous a rassemblé. Alors, j'ai vraiment le plaisir de vous poser des questions. Le sujet, moi, personnellement, m'intéresse depuis des mois et des mois. Ça fait des mois que je bassine les devs sur le fait que probablement que le sujet va nous apporter beaucoup de travail, alors que depuis un an, on a plutôt des sujets qui nous enlèvent du travail, que ce soit l'IA ou le no-code et des choses comme ça. Là, pour le coup, ça va nous donner du travail. Les 4 grandes questions auxquelles on va répondre lors de ce webinaire, et je vous invite dans le chat à me poser des questions qui vont dans ce sens-là. Pourquoi le CSRD va révolutionner les pratiques RSE dans les entreprises ? Quels nouveaux métiers vont émerger ? Effectivement, on parle beaucoup d'hybridation des compétences. Est-ce que tout le monde va se sensibiliser ? Il n'y a pas que les informaticiens, il y a tous les métiers de l'entreprise qui sont concernés. Il y a aussi un sujet sur comment éviter le greenwashing, c'est-à-dire qu'effectivement, tu disais tout à l'heure, on choisissait un peu nos indicateurs, etc. La démarche RSE, c'est compliqué d'embarquer sincèrement l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des prises de parties, des parties prenantes dans l'entreprise. Comment on le fait correctement ? Et est-ce que la notion de zéro impact aussi, réfléchir à ça, comment rappeler que l'objectif, c'est pas de réduire l'impact, on ne peut pas ne pas avoir d'impact, mais comment créer de la valeur meilleure durable, quels sont les secteurs où il y a le plus de sens, etc. Tu parlais de choisir les indicateurs qui ont du sens pour son entreprise. C'est exactement ce sujet-là. Est-ce que c'est cool ? Ouais. Le premier, avant de commencer, je rappelle, je reçois la bienvenue, je ne me rends pas compte là combien de personnes peuvent être là sur le live. On est sur la chaîne d'In-Situ Freelance et je vous invite à la suivre. On fait des webinaires tous les mois. In-Situ, il place des freelances, que vous soyez freelance en informatique ou pas, dans des clients grands comptes partout en France, mais en particulier à Lille, à Paris, à Valence, à Lyon, Grenoble aussi maintenant. Est-ce qu'on a Toulouse ? J'ai oublié une ville dans le chat. Dites-moi. J'ai oublié une ville dans le chat. Dites-moi qui. Annecy. Et pourquoi pas. De manière générale, ils ont des consultants, des freelances. Ah, c'est Nantes. J'ai oublié Jules, tout à fait. C'était Nantes que j'avais oublié. Merci. Coucou à Jules. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat pour vous présenter. On avait fait le mois dernier un live où on avait parlé où les commerciaux de In-Situ avaient pris la parole on avait parlé notamment de comment placer les TJM, etc. Et dans pas plus de 15 jours, on sera à Lyon, en plateau, chez Number, pour aborder encore d'autres sujets avec 3 anciens freelances, notamment Clément de Super Indep, Thomas Pierrin, qui est influenceur sur le sujet du TDD que vous connaissez, et Hélène Lee, qui a accompagné énormément de recruteurs IT et de gens qui travaillent dans l'IT et qui est freelance aujourd'hui. Ce webinaire-là est déjà en ligne. Vous pouvez déjà vous inscrire au prochain webinaire et suivez In-Situ pour avoir les prochains webinaires. Est-ce que c'est cool ? Bon, pour démarrer le sujet, Franck, on veut bien commencer tout simplement par ton témoignage. C'est quoi une entreprise à mission et quel sens ça avait chez Jules quand tu as abordé le sujet ? Parce que l'entreprise à mission, il faut distinguer le sujet du CSRD. Comment tu le distingues, toi, le sujet ? Alors, complètement. En fait, la société à mission, c'est une société qui a été instaurée par la loi Pacte de 2019, qui est une démarche complètement volontaire de transformation d'entreprise autour de 2 éléments importants et fondamentaux. Le premier élément, c'est de réécrire sa raison d'être. Et le deuxième élément, c'est de s'inscrire de manière statutaire des zones d'engagement et des zones d'impact que l'entreprise a envie de relever. À l'époque où on devient, ou en tout cas on enclenche la démarche pour devenir société à mission, il faut savoir que le textile, c'est la 2e industrie la plus polluante au monde. Donc on a, en tant qu'entreprise, une responsabilité
à avoir sur ce sujet-là. Parce qu'on fait un métier noble, on fait un métier qui habille les gens et ça reste un besoin, et ça restera toujours un besoin primaire d'habiller les gens. L'important étant la manière dont on le fait. Donc on a eu envie de se réinventer, et au moment où on travaille ce sujet pour devenir société à mission, on a 2 chemins devant nous. On a un premier chemin qui est, tu en parlais tout à l'heure, Noël, qui est de devenir Bicorp. On se dit que ça pourrait être intéressant pour l'entreprise de se réinventer en devenant Bicorp et en répondant à un certain nombre de critères. Et puis il y a la société à mission. Et on opte et on fait le choix de la société à mission pour la bonne et simple raison que le fait de réécrire sa raison d'être, c'est un moyen de se redire tous ensemble ce pourquoi on fait société, ce pourquoi on décide de se lever le matin en tant que collaborateur de cette grande entreprise, puisque c'est 3000 collaborateurs, Jules, à l'époque. Et se réécrire cette raison d'être, c'est se redonner un cap, se redonner une raison d'exister en tant qu'entreprise et en tant que collectif. Et c'est ça, moi, qui me touchait à l'époque. C'était de se redonner cette vision long terme collective à 3000. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en travaillant ces zones d'impact, on sélectionne aussi les sujets sur lesquels on décide d'agir, parce qu'en tant qu'entreprise, on ne peut pas agir sur tous les items. Il faut qu'on sélectionne pour être beaucoup plus impactant et taper 1000 fois sur le même clou plutôt qu'une fois sur 1000 clous. C'est l'expression qu'on aimait bien, l'expression consacrée qu'on aimait bien employer. Et puis, il y a un dernier enjeu, c'est quand on devient société à mission et qu'on réexprime sa raison d'être, c'est un moyen aussi de redevenir singulier sur son marché. Le marché textile, c'est un marché qui est fortement concurrencé et concurrentiel. Et on avait la conviction que pour exister sur ce marché, il fallait qu'on soit ultra singulier. Il fallait qu'on ait un point de vue très fort sur notre marché. Et devenir société à mission, réécrire cette raison d'être autour d'engagements sociétaux et environnementaux, c'était pour nous un moyen d'exprimer la promesse de l'entreprise et la promesse de la marque sur le marché. Vous avez des questions, Noël et Colline? Il y a une question qui me vient, du coup, comment ça a été accueilli par l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices? Ça s'est fait de manière assez itérative. Il n'y a pas eu de on-off, il n'y a pas eu de brutalité dans la transformation. Ça a été très bien accueilli parce qu'avant de devenir société à mission, on a mis en place certains éléments de preuve qui ont démontré que ça pouvait fonctionner et que l'équilibre pouvait être trouvé entre transformation et performance. Et pour le coup, en tant qu'entreprise, je pense que sur ces sujets RSE, il ne faut pas se voiler la face. On le fait aussi pour que l'entreprise reste performante sur son marché et puisse continuer à impacter sur le long terme. Et le deuxième sujet, c'est un sujet d'implication des collaborateurs. Et donc, toute cette démarche d'émanation, de réécriture de raison d'être et des zones d'engagement, on l'a fait de manière collaborative à 3000. Parce que l'enjeu, il est, quand on réécrit la raison d'être, c'est finalement ce pourquoi l'entreprise existe sur son marché. Ça mérite de revisiter un peu l'histoire, donc on le fait avec les collaborateurs. Et le deuxième enjeu, il est qu'eux puissent l'incarner et se l'approprier au niveau le plus local, c'est-à-dire au niveau magasin pour ce qui concerne l'entreprise, en mode réseau. Et donc on a eu ce bonheur que les collaborateurs en magasin, une fois qu'on avait défini tout ça, ils avaient leur petite pancarte en magasin sur laquelle ils écrivaient, selon les différents engagements que l'entreprise avait décidé de prendre, ce en quoi eux pouvaient impacter à leur niveau en fonction des engagements qu'on s'était écrits. Parce qu'en termes de communication externe, moi, je ne pense pas qu'il y ait eu de communication spécifique auprès des clientèles sur l'entreprise à mission. Il n'y a pas forcément sur le RSE. Tu vois, les marques de vêtements qui vont vouloir faire l'engagement RSE, souvent, ils mettent en avant le fait de travailler sur des nouvelles matières, on va faire du lin, des choses comme ça. Vous avez surtout communiqué sur la façon de gérer les promos et les stocks. D'expliquer que maintenant, il y a plus, vous sortez d'une logique de nombre de pièces énorme, et du coup, il ne faut pas attendre les promos, on n'attend pas la fin d'année pour vider les stocks, quoi. J'ai l'impression que c'est ce que j'ai vu. Est-ce que ça correspond à ton expérience aussi? Alors, ça correspond. Devenir société à mission pour un client, ça ne lui parle pas. L'objectif premier, il est d'onboarder les collaborateurs autour d'un projet qui les rende fiers, autour d'un projet d'appartenance qui les rende fiers. Devenir société à mission, c'est un projet holistique, hyper transverse, qui concerne toutes les strates de l'entreprise et tout le monde doit avancer dans le même sens. Et donc, pour répondre à ton point, c'est quelque chose qui est incarné dans tous les métiers de l'entreprise, chacun à son niveau. Ce n'est pas une démarche de communication marketing au sens propre du terme. Et en revanche, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement lucide sur le fait que quand on se transforme de cette manière-là et qu'on passe d'un modèle historique de volume à un modèle à valeur,
il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir à travers des preuves très concrètes que l'entreprise met en œuvre. L'exemple des stocks est un très bon exemple, celui que tu cites, puisque c'est le premier exemple sur lequel on a travaillé. L'impact premier dans une entreprise textile, c'est le produit et en l'occurrence la volumétrie. Donc on a d'abord travaillé à ne faire produire que ce que nous sommes capables de vendre. Et en l'espace de 2 ans, on a réduit à peu près de 2,5 millions le nombre de pièces produites qui étaient vendues principalement en promo pour rentrer dans une logique de produit à valeur qui soit qualitatif, beaucoup plus durable dans le temps et effectivement produit en plus petite quantité. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir pris l'approche mission vs Bicorp, c'est que Bicorp, on a des centaines de données, mais elles ne sont pas toutes importantes par rapport à mon entreprise. Et quand on essaie de cocher toutes les cases, en fait, on ne se concentre pas sur ce qui compte vraiment, qui est l'impact lié au cœur de métier de l'entreprise. Et c'est là où la mission, si elle est bien faite en général, mais sinon elle n'est pas certifiée par les OTI, c'est que pour être entreprise à mission, il faut réfléchir à la durabilité de mon produit, de mon service et de mon business model. Et c'est là où une entreprise, textile ou autre, c'est là qu'on a le plus d'impact et de très loin. Donc le choix est pas mal. Et avec la CSRD, ce choix va être rentable, logiquement. Est-ce qu'on peut éclaircir ce que c'est Bicorp pour les gens qui ne connaissent pas forcément dans le chat? Parce que le Bicorp, c'est un label américain. On a dit beaucoup de choses sur Bicorp. C'est 140 critères, ou 14 critères, ou 140 critères, ou 80, où il faut avoir 80 sur 140 critères. Il y a les critères, il y a les thématiques, et ensuite il y a les indicateurs. Donc les indicateurs, il y en a plusieurs centaines, plus que 200. C'est pareil pour tous les labels tirés de l'ISO 26000, qui est un peu la trame, un peu de référence sur tout ce qui est RSE. Donc il y a Bicorp, en France on a l'AFNOR avec RSE engagé, on a Positive Company, on a le label Lucie, donc il y en a plusieurs, mais ils ont tous à peu près la même approche, c'est d'essayer de poser des questions sur toutes les thématiques et de vérifier si l'entreprise a formalisé et a mis en place le moyen de manager de manière cohérente les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais on reste avant tout sur une logique de moyens, assez différent des indicateurs de mission qui seront audités, qui sont plutôt des indicateurs d'impact chiffrés, qui seront vraiment propres au cœur de métier de l'entreprise. Et ce n'est pas un indicateur qui sera généralisé entre une banque, dans le digital et dans le textile. Le process Bicorp, on peut s'auto-auditer en ligne sur le site de Bicorp. Honnêtement, même si vous êtes salarié ou vous ne représentez pas l'entreprise, allez le faire. Je trouve ça intéressant parce que le but de l'auto-audit, c'est de se rendre compte de toutes les externalités que l'entreprise a. Et c'est vrai que moi, je ne m'en rendais pas compte. Par exemple, il y a des critères qui sont très clairs. Est-ce qu'il y a des salariés qui participent à la gouvernance? Est-ce que vous avez assez de femmes au board et des choses comme ça? C'est des critères quand même ça permet de se rendre compte que voilà, on a des en fait, si tu veux, je trouve ce qu'il y a déjà de bien, c'est de sortir de l'indicateur carbone, quoi. Le sujet, l'indicateur sort déjà de ça. Après, effectivement, on a beaucoup décrié ce critère-là récemment parce qu'il y a des entreprises très polluantes qui reçoivent le label Bicorp. Il y a beaucoup d'entreprises qui en parlent aussi, dans la mesure où souvent les entreprises qui ont le label cherchent des fournisseurs qui ont le label aussi. Et donc il y a cette logique d'achat, de référencement qui rentre. Est-ce que c'est parce que tu as cité c'est bien pour commencer. C'est bien pour commencer. Tous les labels ISO 26000 sont bien pour commencer parce que ça permet d'avoir en tête l'ensemble des enjeux de l'entreprise. Mais l'étape d'après, c'est de réfléchir par rapport à ces 200 sujets ou ces 20 thématiques, quels sont ceux qui vont être les plus importants par rapport à mon secteur d'activité. Le carbone, c'est un enjeu clé si on est dans l'énergie ou dans le transport, par exemple. Quand je suis dans le textile, ça va être plutôt les matières premières, donc la biodiversité, la réparabilité des produits, donc la durabilité du produit en lui-même, et un peu l'eau également. Le CO2, dans le textile, il y a un impact lié à l'occupation des terres agricoles qui sont faites pour pousser du coton, mais ça reste un peu secondaire par rapport à la biodiversité et à l'eau, par exemple. Je suis agriculteur, c'est très largement l'eau puis la biodiversité qui compte. Le carbone, c'est tout petit par rapport aux deux autres. Et donc, c'est là, et c'est un des principes d'ailleurs de la CSRD, c'est de définir si un sujet est matériel ou non. Si un sujet est important, si mon entreprise a de l'impact et si cet enjeu peut avoir un impact sur mon entreprise. Et c'est ça qu'on n'a pas malheureusement dans les approches ISO 26000 où on ne va pas prioriser les enjeux puis des indicateurs par secteur d'activité. Donc, c'est un bon début, il faut le faire, mais il ne faut pas que ça soit la fin du process RSE. Moi, le truc qui m'avait frustré, c'était qu'il y a énormément de SN qui ont passé le label Bicorp, et c'est chouette, ça nous permet de sortir un peu des Great Place to Work qui étaient encore moins concrets, quoi. Donc c'est déjà bien qu'ils le fassent, mais au final, une ESN n'a pas trop d'externalités négatives à son premier niveau. C'est toujours les clients, au final, quand on place des gens chez le client, en fait, la majorité de l'externalité qui est produite par le travail, elle est chez le client. Donc, le bilan Bicorp du prestataire, généralement, il est bon, parce qu'ils n'ont pas de raison de prendre l'avion pour aller travailler, ils ne produisent pas de matériel, etc. Donc, les sociétés de conseil ont
passent le label facilement, mais si derrière, en fait, 80% du travail, c'est de rendre plus polluant des chaînes de production, ben, les externalités, elles sont pas considérées. Tu voulais réagir, Colline ? Ce que tu me disais là, ce que tu disais, ça faisait aussi penser à toute l'externalité négative quand même du numérique, chose qui du coup est je sais pas du coup comment c'est pris en compte forcément dans ces labels-là, mais en tout cas aujourd'hui c'est 4% des gaz à effet de serre et justement peut-être que sur ces parties IT, au-delà de développer l'outil qui va effectivement peut-être avoir un impact, augmenter l'impact en tout cas chez le client, il y a aussi l'impact justement de la conception de l'outil numérique sur ces sujets. Donc pour moi, il y a aussi tous ces sujets-là à prendre en compte. En tout cas, ça à quoi ça me fait penser sur la partie ESN, c'est aussi toute la partie développement numérique. Ça, vous avez un peu abordé le sujet aussi. C'est-à-dire que le numérique, on est parfois gros, parfois petit dans la structure, mais quand on travaille dans le retail, tu le disais, clairement, c'est les matières, c'est les matériaux, c'est de la logistique qui représentent beaucoup. Donc des fois, on a l'impression un peu, on peut avoir en tant qu'informaticien par whataboutisme la facilité de dire, mais en fait, par rapport à ce que pollue la logistique de l'entreprise, nous, c'est pas très grave. Est-ce que l'entreprise à mission, ça permet d'engager les collabs, de se dire que tout le monde doit faire sa part, de revaloriser le fait que tout le monde soit conscient sur son impact au quotidien, quoi ? Juste pour rebondir, l'avantage de la société à mission, et je suis pas là pour plaider pour la société à mission, mais je trouve que c'est un fabuleux levier de transformation parce qu'il est une démarche volontaire. Il est une démarche volontaire et choisie, c'est-à-dire qu'il y a un cadre de liberté pour l'entreprise qui est fixé par la société à mission, qui est juste extrêmement fort et qui permet à l'entreprise juste d'écrire ce sur quoi elle a envie de s'engager en fonction des sujets sur lesquels elle estime avoir le plus gros impact. En revanche, il est certain que pour pouvoir onboarder toute une entreprise sur une démarche de société à mission, il faut que chacun puisse faire sa part. Et nous, le message qu'on donnait en interne, c'est qu'il n'y a pas de petit cours d'eau, en fait. Chaque petit cours d'eau peut mener à un grand fleuve. Donc, chacun peut décider de faire sa part. Et pour répondre à ton point, dans une direction informatique, dans une entreprise de retail, il y a forcément des sujets en termes de consommation d'énergie par rapport aux serveurs. Il y a forcément des questions de réparabilité et d'entretien du parc. Et en fait, chacun avait à son niveau, dans sa feuille de route, des engagements qu'il souhaitait ou qu'il estimait être pertinent de relever par rapport à ce que l'entreprise s'était fixé comme grands objectifs pour voir comment elle pouvait contribuer à l'impact du tout, même si dans une entreprise textile, on a la partie logistique, transport, produits qui représente 70-80% de l'impact. N'empêche qu'à un moment donné, chaque service, si on veut pouvoir onboarder tout le monde, doit pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Parce que le numérique, c'est pas que les serveurs. Comme tu le disais, on valorise encore beaucoup l'image. Il y a un nouveau collab, il faut lui donner un ordinateur neuf, avec un Jabra neuf, etc. Puis en fait, à la fin, quand les collabs ils partent aussi, ils rentrent pas le Jabra, etc. Ça part dans la nature, ça se retrouve sur le bon coin. Tu as l'iPhone 13 et l'iPhone 14 qui sort. Est-ce que tu changes tout ton parc d'iPhone tout de suite auprès de tes collaborateurs ? Je pense que quand tu deviens société à mission et que tu t'es inscrit une logique de durabilité et une logique de consommer moins, mais consommer mieux, ça s'applique aussi aux collaborateurs en interne. Mais du coup, ça m'amène un peu à une question. Est-ce que dans ce process-là, vous avez aussi formé du coup, les équipes sur justement les différents impacts ? Pour prendre encore l'exemple du numérique, on peut souvent penser, c'est bon, je trie ma boîte mail et on a l'impression que c'est ça. Donc, il y a aussi une notion pour que justement chacun puisse faire sa part dans vos départements, vos équipes, de formation sur justement quels sont les plus grands impacts. Il y a une question d'Adeline, il faut qu'on la prenne après. Mais vas-y. Ouais, il y a une question d'impact et d'humilité, j'ai envie de dire là-dedans, parce que je pense que toute la communauté scientifique, quand on parle des différents sujets d'impact, n'est pas d'accord entre elles sur la notion même d'impact. Donc il faut avoir l'humilité de se faire accompagner en fait sur ces sujets-là et d'avoir des personnes externes qui nous aident à regarder la manière dont fonctionne l'entreprise, la manière dont elle a l'habitude de gérer certains sujets et de pouvoir travailler avec ses partenaires externes sur la notion d'impact pour être certain que les décisions qu'on va prendre sont des décisions qui ont, on va dire, le plus gros enjeu d'impact service par service. La question d'Adeline porte, est-ce que tu as pu constater un impact économique sur ce passage d'entreprise à mission? Est-ce que tu as eu assez de recul pour l'observer? Alors, l'impact économique, c'est une super question. Et merci de l'avoir posé, Adeline. L'impact économique, il est à mon sens pluriel. Si on parle d'EBIT, donc de résultats d'exploitation pure,
il y a un temps d'inertie en fait sur ce sujet qui est dans le textile, l'impact premier étant sur le produit, on va investir sur des matières plus nobles, on va investir en marge, donc ça va être une dépense dans un premier temps. L'objectif, il est de devenir beaucoup plus singulier sur le marché, donc d'aller gagner des parts de marché, et donc de gagner des parts de clients et des parts de voix. Et ça s'inscrit sur un temps long. Donc je pense que devenir société à mission, ça nécessite d'avoir une autre logique d'approche sur le suivi d'indicateurs. On a des indicateurs extra-financiers, comme en parlait Noël tout à l'heure, mais ça mérite aussi de regarder différemment nos indicateurs économiques pour voir si le chemin qu'on prend, qui est un chemin de conquête de parts de marché et de parts de clients, ou de satisfaction client, ou de feedback meilleur sur le produit, sur sa durabilité, puisque c'était le pari qu'on avait pris, est effectivement payant ou pas. Et il faut avoir l'honnêteté de se dire on est on track, c'est payant ou ça ne l'est pas, et là effectivement revoir la stratégie. Une question qui est revenue dans le chat, je pense, c'est Ingrid qui mentionne, alors comme on a une latence, je ne sais pas de quel label elle parle, mais voilà, elle dit voilà, Volvic, ils ont un des labels ISO 26000, alors qu'effectivement ils puisent beaucoup dans les nefs phréatiques, enfin, c'est litigieux localement le sujet. L'exemple, on n'a pas pu le vérifier parce qu'on est en direct, mais l'exemple il fonctionne bien. Quand on avait parlé de l'entreprise à mission, tu m'avais aussi parlé de l'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire qu'avant de voir un résultat sur l'économie, sur le bilan, sur la partie économique, sur les indicateurs économiques, j'imagine qu'il y a un résultat déjà sur une clientèle qui est plus engagée et encore avant, il y a des collaborateurs qui sont plus engagés. Ouais, alors en fait, c'est un sujet qui est, en tout cas, qu'on espérait travailler sur l'expérience client, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Encore une fois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, le but d'une entreprise est de rester pérenne et économiquement durable, et pour ça, elle doit faire de la performance. Donc l'enjeu de devenir entreprise à mission, il est équilibré avec comment on continue à l'intérieur de ce cadre-là à chercher un vrai bénéfice client pour être économiquement rentable. Et il y a le deuxième sujet, c'est celui de l'engagement des collaborateurs et l'expérience collaborateur. C'est un puissant véhicule pour rendre tout à chacun fier de l'entreprise dans laquelle il travaille, parce que son entreprise essaye, alors pas à pas, parce que tout ça prend du temps, essaye de contribuer positivement sur ses parties prenantes et sur son écosystème. Donc ça, évidemment que c'était des choses qu'on mesurait. Un, pour savoir si la vision pour tout à chacun était claire sur ce qu'on avait défini. Deux, sur est-ce que chacun peut se sentir dépositaire de cette vision avec des angles d'action qu'il peut prendre au niveau le plus local possible. Et 3, des scores de recommandation de l'entreprise, parce que là, on parle pour le coup de marque employeur en externe. La singularité, elle fonctionne aussi, parce que j'imagine qu'en plus, vous êtes dans des galeries, travailler dans la boutique de vêtements d'à côté, c'est le même job, mais si on rajoute de la singularité, c'est de la singularité pour le collaborateur. Exactement. Aussi. Et ça, c'est économiquement extrêmement puissant. Tu parles plus micro Noël. Je me rapproche un petit peu. Ça fait depuis 2019 que le sens est passé devant le salaire dans la motivation des collaborateurs, tout âge confondu en France. Donc c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui passe devant l'argent dans l'histoire de l'humanité, sur la motivation des collaborateurs. Et on sait qu'un collaborateur qui n'est pas motivé coûte à peu près 13 000 € en moyenne à l'entreprise par an. Et on sait qu'il y a 2 tiers des jeunes qui ne veulent pas travailler dans une entreprise qui n'a pas de sens, qui n'a pas une vraie mission. Et ça, c'était déjà le cas il y a quelques années. Là, ça va s'accélérer de plus en plus. On a vu avec Valence, malheureusement, cette semaine, il y a des dégâts qui sont visibles. En Espagne. Oui. Parce que les collaborateurs à Valence, ils sont à Valence en France. Les dégâts qu'il y a eu à Valence, notamment à cause du réchauffement climatique, on commence à voir les impacts. On n'a plus d'eau en été en France, l'agriculture en souffre. Bientôt, le vin, ça va être très compliqué. On commence à sentir les dégâts. Et avec cette perception, il va y avoir de plus en plus de volonté de la part des salariés, des talents, mais aussi des clients et des investisseurs à aller vers les entreprises qui ont un peu d'avance et qui ont déjà un peu payer les pots cassés de cette transition initiale. Donc sur le court terme, c'est un coût, mais à moyen long terme, ça sera un des meilleurs leviers de compétitivité. On va passer du coup à la deuxième partie. Excuse-moi, la transition elle est très mauvaise, mais il faut qu'on avance dans le fil rouge, dans le conducteur. On a parlé beaucoup de l'impact des sociétés. Comment avec Zei, parce que la plateforme de Zei en plus elle a évolué beaucoup sur les 9 dernières années, comment les entreprises l'adoptent et qui sont les gens qui l'utilisent en interne, comment ça aide vraiment les entreprises à mieux piloter les indicateurs, les observer? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous le décrire pour qu'on se projette?
Oui, alors je ne vais pas faire une page de pub, donc on va faire synthétique. L'idée, c'est qu'on équipe toute entreprise qui a l'obligation ou la volonté de commencer à structurer la donnée du reporting RSE. Donc au démarrage, on vient demander à l'entreprise quelles sont les données, les référentiels que vous allez reporter chaque année. Alors avant, c'était l'ancienne DPEF, déclaration extra-financière. Maintenant, c'est la CSRD. Très souvent, ils ont du carbone. Très souvent, ils ont des labels en plus. En général, ils ont 26 000, mais il y a aussi du 14 001, ils peuvent avoir du 50 001, du 45 001. Il y a très souvent de l'EcoVadis aussi qui rentre dans l'eau, et de plus en plus des questionnaires ESG de la part des investisseurs et des questionnaires extra-financiers. Et il y a les questionnaires clients plutôt en B2B qui s'ajoutent. Donc en gros, les entreprises se retrouvent avec 10, 15, 20 référentiels et elles le gèrent chacun sur des Excel ou avec des outils différents, un outil carbone, un outil CSRD. Et en gros, ça part d'une bonne volonté, c'est qu'il faut structurer la data, mais on passe 80% de son temps à compléter les Excel et mettre des données dans des cases pour répondre à des personnes qui vont à peine le lire. Donc l'architecture à la base de la plateforme, c'est d'harmoniser toutes ces données entre elles pour qu'une donnée complétée dans le bilan carbone serve à compléter EcoVadis, qui sert à compléter la CSRD, qui sert à compléter les questionnaires clients et investisseurs, histoire de diviser par 3 à 5 le temps qu'on passe dans cette gestion de la data, préparation du reporting. Donc ça, c'est un peu la phase initiale. Ça marche pour une entreprise de 20 salariés qui veut démarrer sa démarche, comme une entreprise de 5 000 salariés, 10 000 salariés, 50 000 salariés. Et l'objectif, ça va être, une fois qu'on a fait cette partie data réglementaire obligatoire, d'aller identifier pour elle les sujets, les thématiques qui sont le plus importants, l'eau, la biodiversité, les ressources, les déchets, et mettre en place des plans d'action pour l'aider à se transformer, à améliorer son impact et valoriser le résultat auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et là, il y a la CSRD qui est en train d'arriver, qui va changer pas mal les process en entreprise. Nous, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. Ouais. Et ça implique quand même pas mal de modules, de fonctionnalités en plus, notamment dans l'aspect d'amélioration de l'impact sur certains critères très spécifiques qui correspondent à chaque secteur d'activité. La directive CSRD, elle est rentrée en vigueur, l'élargissement porte sur 400 entreprises en Europe, c'est ça? Et il est déjà en vigueur depuis cette année? Alors, l'année prochaine, donc là, dans 2 mois, on va devoir commencer à divulguer les données de 2024 pour les entreprises qui étaient déjà soumises aux déclarations extra-financières avant. Il y a la plupart des entreprises touchées par la CSRD qui n'étaient pas encore jusqu'à maintenant touchées par l'obligation de divulguer des données extra-financières. Et donc, ça va être en 2026 sur 2025, puis 2027 sur 2026, où petit à petit, les entreprises vont devoir produire le rapport. Il faut mesurer déjà maintenant, du coup. Alors, il y a plusieurs étapes, mais si on le résume, la première étape, ça va être justement d'identifier les sujets qui sont importants. Ce n'est pas un choix qu'il faut faire, c'est vraiment une étude, une analyse très poussée pour comprendre, dans mon secteur d'activité, est-ce que l'eau c'est important ou pas? Si oui, alors je vais devoir divulguer ce qu'il y a dans l'eau. Les ressources, pareil, les déchets, le climat, la pollution, la biodiversité, mes salariés, les salariés de la chaîne de valeur aussi. Et si un sujet est considéré comme étant important, alors je vais devoir divulguer tout ce qu'il y a derrière. Je reprends la question du chat. Ingrid, elle avait éclairci en parlant du label B Corp. Et on a une autre question à laquelle on a déjà répondu malgré nous. C'est le sens est-il passé devant le salaire? Effectivement, tu mentionnais que le sens est devenu une priorité par rapport au salaire pour l'engagement des collaborateurs. Donc on a répondu à cette question et merci de l'avoir posée. N'hésitez pas à poser encore plus de questions. Si je reprends... Hop. Qu'est-ce que je reprends de manière générale? Je suis perdu dans mon fil. Est-ce que vous avez des questions pour Noël? Le temps de te laisser chercher dans ton fil, je pense que le sens est passé devant le salaire si et seulement si le contrat de base sur le salaire est respecté. Et le contrat de base, c'est d'être quand même dans les standards de marché. Je pense qu'il ne faut pas non plus surpondérer le sens. C'est hyper important comme facteur d'engagement si et seulement si le contrat de base est respecté. Ça, l'indicateur, un collaborateur désengagé, il coûte 13 000 €. Ça dépend effectivement des populations cadres, non cadres, etc. Tous les métiers ne sont pas impactés de la même façon. Mais l'indicateur, il permet de prendre conscience des choses, effectivement. Pendant la prépa, tu as mentionné que vu que les entreprises allaient, et même en introduction, tu mentionnais qu'on allait être tous sur les mêmes référentiels.
Pour prendre un exemple sur l'impact carbone, il y a toujours ce débat de est-ce que je prends juste la production ou l'ensemble de cycle de vie du produit? Est-ce que tu vois, quand les vêtements, est-ce que les clients en font après la vente? Tu vois, est-ce qu'on le prend en compte dans le bilan? Tu disais que le CSRD allait nous obliger nous aider, nous guider dans le fait de mieux uniformiser comment on mesure ces indicateurs-là. Concrètement, comment ça se passe? On va imposer les méthodes de calcul sur les indicateurs pour ensuite les mettre en commun, les rendre en open source ou transparents pour tout le monde. Et c'est ça la différence énorme qu'il va y avoir avec la CSRD. D'accord. Avant la RSE, on mesurait beaucoup de moyens, pas forcément des résultats chiffrés. Quand on communiquait des résultats chiffrés, c'était très souvent des valeurs absolues. J'émets tant de tonnes de CO2, je consomme tant de mètres cubes d'eau. Mais ces valeurs absolues n'ont pas vraiment de sens pour être utilisables pour un benchmark ou pour comparer des entreprises. Si Uber, par exemple, disait avec mes véhicules électriques, j'ai économisé 1 million de tonnes de CO2, c'est peut-être génial, mais peut-être que c'est 0,1% des émissions de Uber, alors qu'un petit concurrent qui serait à 50% électrique, la valeur absolue serait plus faible, mais la valeur relative comparable serait bien meilleure. Et donc avant, on avait très peu de valeurs relatives comparables et peu de valeurs chiffrées qui correspondaient au cœur de métier. La CSRD a plusieurs innovations là-dessus qui vont changer un peu la donne dans la manière dont on traite et qu'on mesure et qu'on communique la donnée RSE. La première, c'est qu'on force la méthode de calcul par indicateur chiffré. Quand je vais communiquer sur mes valeurs sur le climat, sur l'eau, sur les ressources, ça va être la même unité, ça va être la même définition. C'est pas recyclé, c'est valorisé. Ouais. C'est pas éliminé, c'est traité. Même sur les bilans personnels de carbone, des fois c'est l'équivalent en CO2 kg, tonnes, des fois c'est juste le carbone produit. Oui, voilà. Et parfois on enlève des éléments du scope 3. Donc là, ça va être beaucoup plus cadré. Et ce qui est très bien fait, et c'est pour moi la CSRD, j'étais un peu dubitatif, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, là c'est génial. C'est qu'au-delà de la valeur absolue, à chaque typologie d'indicateur intéressant, ils vont le relativiser. Ça peut être des émissions écotoxiques par hectare dans l'agriculture. Ça peut être des tonnes de CO2 par unité ou par million d'euros de chiffre d'affaires. Ça peut être la pourcentage de mes matières qui sont durables ou le pourcentage de mes déchets qui sont revalorisés matière. Donc avec ces nouveaux types d'indicateurs, on va enfin avoir un langage commun en entreprise pour pouvoir en comparer par secteur d'activité. 2 entreprises du textile en intégrant des indicateurs de la biodiversité qui correspondent parfaitement au textile. Quand je suis dans l'énergie, des valeurs chiffrées sur le carbone très précises pour comparer un EDF avec un Total. Et ce qu'on oublie assez souvent dans la CSRD, parce que là on est tous en train de transitionner au démarrage, on est au début, c'est que d'ici 2026-2027, toutes ces données vont être accessibles dans la base de l'EFRAG en open source. Et donc n'importe quel acteur en Europe ou dans le monde va pouvoir les taper dedans et comparer Jules avec Célio ou avec Hugo Boss. Ce qui veut dire que tous les Yuka la planète, tous les Welcome to the Jungle vont enfin aller se saisir de cette information pour la mettre à disposition des consommateurs, des clients B2B, des investisseurs et des salariés. Et donc les entreprises qui auront travaillé justement sur leur impact, sur leur mission, sur leurs indicateurs liés au cœur de métier, et qui seront un peu en avance et champions dans leur secteur, vont être ceux qui demain seront les plus compétitifs et de très loin. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait ce potentiel RH, ce potentiel de différenciation de la part de marché ou d'attraction des investissements, mais comme il n'y avait pas d'outil de comparaison, ce potentiel était sous-exploité. Et ceux qui faisaient de la RSE avaient plutôt l'impression que c'était un sacrifice en temps et en argent. Et ça, grâce à la CSRD, cette transparence, ça va complètement changer. Et les premiers à l'avoir compris seront les champions de demain. Alors, on a une question du chat qui va dans le sens. Alors, je veux bien que tu nous la mettes par-dessus, Charlotte, parce que j'arrive pas bien à la lire. Est-ce que l'argument du greenwashing est en plus pour vendre de l'IA non générative qui consomme beaucoup moins, ou est-ce que les clients se fichent de la partie RSE dès qu'on parle d'IA? Est-ce que, de manière générale, le sujet qui revient souvent, c'est poser une question à ChatGPT plutôt qu'à Google, ça consomme beaucoup plus. De manière générale, est-ce que c'est une solution anti-greenwashing de commencer à faire du reporting extra-financier, quoi? Alors, ça dépend du reporting, mais dans le cas de la CSRD, oui, parce que le greenwashing, très souvent, c'est justement soit je choisis mes indicateurs et je mets de côté ce qui m'arrange pas, soit je choisis la méthode de calcul qui va dans mon sens, soit, encore pire, je fais que du narratif. Je fais que du descriptif dans mon rapport et je ne mets pas d'unité chiffrée. Donc là, il y aura du narratif, c'est une bonne partie de la CSRD, mais il y aura ces indicateurs qui sont cadrés, chiffrés et comparables. Et donc, normalement, le greenwashing sera beaucoup moins simple à mettre en place avec la CSRD que ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent.
Et si on parle de si on parle d'un peu de prospective, est-ce que ça peut être aussi une base pour après potentiellement des sanctions, se dire que parce que là du coup c'est beaucoup sur du reporting justement et peut-être de l'anti-greenwashing pour mobiliser les collaborateurs, peut-être aussi les consommateurs, mais est-ce que la suite serait aussi potentiellement de se dire il y a certains indicateurs, il y a de la pénibilité si vous êtes au-dessus, si vous dépassez. C'est déjà un petit peu le cas, notamment sur le carbone, avec certains quotas pris à la tonne. Mais on peut envisager demain que si l'Europe reconnaît que pour produire une tonne de textile, il faut tant d'eau, mais que certains 10% des producteurs sont bien pires que tout le monde, peut-être qu'ils mettront un quota minimum, parce qu'on aura enfin justement cette donnée pour prendre ce genre de décision. C'est surtout, est-ce que ça va nous faire consommer de manière plus domestique aussi ? Parce que un sujet aussi, c'est finalement à la fin de la journée, faire venir des produits, des matières qui viennent de loin, ça a beaucoup plus d'impact que de les faire localement. Si on commence à faire des taxes carbone aux frontières de l'Europe, ça va consommer de manière plus domestique. Hein. C'était le fond de ta question, Colline Ouais, c'était aussi pour se dire que justement, ce qui est intéressant de se dire que cette base qui va permettre de comparer des entreprises sur des choses comparables, on va dire, et peut-être un outil qui peut être pris plus tard s'il y a besoin d'aller beaucoup plus vite sur des notions d'écologie et de devoir prendre des décisions plus fortes, peut-être pourront aider à faire des arbitrages plus corrects pouvoir mettre en place des taxes, des potentielles pénibilités pour les entreprises. Quoi. Je pense que le meilleur juge de paix là-dedans, ce sera le client en fait. Et moi, je crois beaucoup en ça, beaucoup dans la capacité qu'auront les entreprises à montrer que ce qu'elles font a un bénéfice client et donc leur permet de conquérir des parts de marché. Et pour rejoindre Noël, je pense que la CSRD, là-dessus, c'est un terrain de jeu extraordinaire parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun goodwill pour les entreprises qui s'impliquent de manière sincère dans ces démarches de transformation autour de la thématique RSE. La question d'Adeline tout à l'heure était très juste. C'est un coût, ça, tout le monde le voit. En revanche, le bénéfice économique, il est assez peu visible. Le fait d'avoir une CSRD qui mette tout le monde sur le même pied d'égalité et qui permette aux clients de voir et de comparer entre deux entreprises, celle qui produit de manière plus responsable qu'une autre, je pense que ça peut permettre de conquérir des parts de marché. Le pionnier là-dedans, c'est Leclerc. Hein. Depuis toujours, Leclerc fait de la comparaison de ses prix par rapport à ses concurrents. Peut-être que demain, le gros levier de comparaison, ce sera plus sur les prix, ce sera aussi sur l'impact des entreprises. Ce qui est sûr, c'est que sur les achats qu'on ne fait pas tous les jours, hein, parce que l'alimentation, c'est vraiment un bien de première nécessité. Mais le vêtement, normalement, on en achète moins souvent, etc. Donc, je suis assez convaincu que parce que tu vois, j'ai déjà acheté des vêtements où il y avait un indicateur, c'est équivalent à 90 km de voiture, la production de t-shirt. C'est pas hyper concret déjà, parce que je prends pas la voiture. Donc les indicateurs, ils sont assez vagues. Demain, on va pouvoir se dire, ok, si je l'achète, un t-shirt en mérino, par exemple, ça peut varier énormément en prix, mais si l'impact il est plus faible à droite qu'à gauche, ça aura une grosse différence. On pourra le voir. Mais c'est parce que les valeurs absolues sont pas concrètes aujourd'hui. Oui, voilà. Dès qu'on le relativise, ça sera plus simple. Et ça va être le cas en B2C, auprès des consommateurs, mais aussi en B2B. Parce que, tu le disais tout à l'heure, le gros de l'impact d'une entreprise, c'est sa chaîne de sous-traitants, les fournisseurs, les prestataires. Et donc, on le voit aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'acheteurs qui commencent à intégrer des indicateurs d'impact chiffrés, ultra ambitieux pour leurs fournisseurs. Et on passe de 5% de l'appel d'offres qui est lié à la RSE à du 20-25%. Parce que comme l'acheteur va lui-même être scoré et challengé sur son propre impact, il a tout intérêt à choisir le fournisseur qui n'est pas forcément le meilleur sur le prix, mais aussi sur ses propres critères d'impact. Parce que ça lui permettra d'améliorer le sien, en quelque sorte, par effet boule de neige. En fait, sur les ESN, c'était l'inverse, c'était les clients. Mais du coup, demain, si les indicateurs sont un peu plus unifiés, on pourra comparer les externalités négatives d'une ESN par rapport à une autre. Tu vois. Imaginons que les sociétés du CAC 40 commencent à publier ça. Il y en a une dizaine de sociétés au CAC 40 qui sont des ESN, qui puissent publier que leur clientèle a plus d'impact l'une que l'autre. C'est vrai que ça peut changer les accords, les tarifications. Un client, une société, un prestataire peut se dire je peux faire un meilleur prix parce que en travaillant avec toi, je réduis les externalités de troisième ou de deuxième scope. Moi, je suis perdu entre les deux troisième scopes. Hein. Scope 1 et 2, c'est en interne. 3 et potentiellement 4, c'est externe, c'est la chaîne de valeur. D'accord. Donc, de manière générale, c'est vrai que dans les deux sens, ça peut fonctionner. Effectivement, ça peut être de l'opportunité business aussi comme ça.
Colline, il faut qu'on passe à ta partie maintenant. On est largement dans le détail. Tu voulais je réagir? trouve que ça fait bien la transition parce que justement, parmi toute la chaîne de valeur et les prestataires, il y a aussi des freelances. Les freelances sont des sous-traitants finalement de toutes les structures. Et donc, c'est un vrai sujet aussi de se former aux enjeux de durabilité et de réfléchir à l'impact de son propre métier. Nous, on est beaucoup sur des freelances du numérique ou de la communication. Et c'est de se dire, voilà, quelqu'un qui connaît les enjeux d'éco-conception, d'accessibilité, qui connaît les mesures, qui sait pratiquer son métier pour réduire son impact et aussi de valeur ajoutée pour une structure qui a besoin d'un logiciel, mais dont le critère de durabilité, d'impact peut être pris en compte par rapport à justement des critères CSRD, etc. Quand tu es freelance, tu n'as généralement qu'un seul client. Donc c'est vrai que... Parce qu'il y a ce sujet-là, en même temps, je peux préférer un client qu'un autre parce que ce client-là, il a pas d'impact, il a moins d'impact carbone. Mais en même temps, quand je travaille chez un client qui a un fort impact, mais que je l'aide à réduire son impact, j'ai moi-même encore plus d'impact sur la transition écologique. C'était compliqué comment je l'ai formulé. Peut-être qu'il faudrait qu'on le reformule ou est-ce que tu veux le réexpliquer? Tout est une question d'échelle. Enfin, pareil, encore une fois, ça va dépendre. Je pense que ça dépend un peu. C'est une énorme structure qui a un énorme impact. Si un freelance vient pour faire un projet et essaye de faire un peu mieux son projet, je pense que l'impact il reste quand même minime par rapport à travailler et monter tout un outil digital pour une association qui a un énorme impact. Tout est une question un peu aussi d'ordre de grandeur. Ouais. Mais en tout cas, pour aussi faire le lien avec la question de sens, nous, on voit, je pense qu'il y a un boom aussi du monde du freelancing. Il y a plus de 92% en 10 ans. Aujourd'hui, ça représente plus d'1 million de personnes. Aussi, je pense, parce qu'il y a ce manque de sens criant pour des collaborateurs et collaboratrices qui sont dans des entreprises qui ne se retrouvent pas forcément en phase avec des valeurs et qui disent au moins en freelance, je vais pouvoir un peu plus choisir avec qui je travaille, choisir comment je travaille et avoir quand même un statut, une posture un peu différente aussi dans l'entreprise, dans l'équipe. Nous, on le voit, il y a pas mal de freelances qui me font ce retour d'expérience comme ce sont des personnes en externe, même si elles sont très intégrées dans l'équipe, etc., elles ont une posture un peu différente et du coup peuvent un peu plus sensibiliser, partager leurs convictions, donner des idées sur comment justement faire peut-être des outils plus éco-conçus, plus accessibles. Voilà, comment essayer de sensibiliser de l'intérieur. C'est un sujet qu'on abordera dans le prochain webinaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir freelance pour devenir freelance. Il y a une raison, il faut trouver une motivation au-delà de ça. Et souvent, c'est effectivement de créer le job parce que ça fait 10 ans que tu fais le même job, tu as envie de trouver un autre job et tu ne le trouves pas par toi-même. Il n'existe pas en CDI, je vais faire du freelancing pour le créer. L'impact... Donc là, du coup, tu nous disais... parce qu'il y a une question d'Adeline qui dit est-ce qu'on va pouvoir avoir un Nutri-Score sur les entreprises, sur l'impact c'est un peu ça. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, quand on est externe, on a aussi ce rôle-là ou cette possibilité-là d'apporter de l'exogène dans l'entreprise. Dans l'entreprise, ils ont l'habitude de faire tout le temps comme ça, peut-être les aider à se rendre compte on peut faire autrement à tel niveau. Ouais, il y a effectivement il y a la possibilité d'avoir ce rôle-là. Et puis après, si on pousse sur le fait que justement avec la CSRD, le choix des prestataires va aussi le critère justement d'engagement d'impact va rentrer en jeu dans le choix du prestataire. C'est important, je pense, pour les freelances de se former sur ces sujets-là et de pas juste se dire, voilà, je fais mon métier et si je manque de sens, je vais le faire pour un projet engagé. C'est vraiment de se dire aussi comment je monte en compétence sur mon propre métier pour réduire son impact. Parce que peut-être que demain, et je pense que ça va être le cas, c'est ce qu'on se dit à l'instant, le choix du prestataire, le choix du freelance, dans les critères de choix, la notion d'impact de son métier va rentrer en compte. C'est vrai que les freelances, en plus, pour le coup, les freelances IT, ils peuvent vite augmenter leur impact assez simplement en prenant un SUV en leasing pour pouvoir faire des frais et réduire leur IS. Je ne sais pas si tu penses, tu penses, Noël, que les freelances ils vont commencer à publier des indicateurs comme ça à un certain moment de combien de carbone je dégage avec mon activité alors que je le vois mal sur leur propre impact parce qu'il est quand même assez limité à part peut-être pour le transport. Là où ça peut être intéressant, c'est sur le service qu'ils vont amener. Pendant ton cas ESN, on se dit le numérique, c'est pratique, mais ce que tu développes à la base, c'est des algorithmes, c'est des logiciels pour tes clients. Si demain ton client te dit moi, je vais faire attention au prix, mais je fais aussi attention à l'énergie consommée par usage et le CO2 émis par usage. Et que tu dis, moi, c'est 100 kWh pour 100 heures d'utilisation et ton concurrent, c'est 200. C'est-à-dire, non seulement je vais diviser par 2 en passant par toi ma consommation de l'ensemble de mon logiciel par rapport aux autres, et en plus, ça va me faire des économies parce que quand c'est plus durable, notamment sur l'environnement, ça coûte moins cher. Quand on produit moins les pièces qu'on était censé vendre en promo, il y a peut-être une augmentation du prix parce qu'il y a moins d'économies d'échelle, mais derrière, ça fait des produits qu'on vend sans perdre la marge liée aux promos. Donc, logiquement, dans la plupart des cas, quand c'est plus durable, c'est aussi plus économique. Et si tu arrives à chiffrer
ce que tu vas proposer comme service sur les sujets majeurs comme l'électricité dans ton cas et le CO2, c'est des gagnant-gagnant. Non seulement tu améliores l'impact de ton client, mais souvent tu as aussi un tag financier plus intéressant quand lui va réfléchir à l'ensemble de la machine que tu es en train de lui mettre en place. Ouais, ça. Alors nous, on n'est pas ESN, Wheel of Devs, notre métier, c'est de faire des médias. C'était ton exemple. De faire ça. Mais eux, sur les ESN, on a déjà abordé ce sujet-là sur un autre webinaire, dont les replays sont disponibles sur le numérique responsable. On était à Nantes. Ce que les prestataires disaient aussi, c'était que, alors, pour le coup, pour les ESN qui externalisent des projets en entier, c'était que le fait de proposer une démarche d'éco-conception, ça fait beaucoup plus de travail en amont et que ça fait gagner de l'argent parce qu'en fait, on va être plus frugal dans ce qu'on développe. Donc même dans le temps de travail, faire plus de conception et d'éco-conception en amont fait moins de chiffrage ensuite, généralement, sur le développement et sur la production. Donc c'est pas plus cher d'éco-concevoir des logiciels sur le sujet. C'est que les freelances avec qui tu travailles, ils ont tendance à intervenir sur des projets particuliers, ou est-ce que tu peux avoir ce genre de démarche-là? Il y en a qui sont consultés? Oui, tout à fait. Nous, ça nous arrive qu'on nous fasse des demandes de développer un outil from scratch numérique, et la démarche, la proposition qui va être faite avec parfois, du coup, dans cette demande-là des fonctionnalités, la proposition qui va être faite, ça va être de faire vraiment en méthode agile, en commençant juste par une ou deux fonctionnalités, en essayant de réfléchir à l'éco-conception, c'est vraiment la conception par frugalité, en se disant on fait le minimum de fonctionnalités et on ajuste au fur et à mesure. En tout cas, on ne va pas développer pour développer. Et puis après, il y a toute la notion aussi effectivement de consommation énergétique, des serveurs qui vont être choisis aussi. Donc les freelances aujourd'hui avec lesquels on travaille et qu'on place réfléchissent à ces sujets-là. Et c'est sûr qu'à chaque fois, sur la partie numérique, c'est assez évident, le parallèle est évident que c'est un gain aussi de coût. Clairement, c'est un gain de faire de l'éco-conception parce qu'on va développer moins et développer mieux, quoi. Et aussi de performance, d'efficacité. Un site qui est bien réalisé, qui est éco-conçu, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Ok. Est-ce que Franck, tu avais une dernière question, une dernière réaction? On est clairement sur la clôture là, au niveau du timing. Mais je vois que toi... Ouais, je vois que tu es d'accord avec tout ce qu'on a dit. Noël, tu avais des questions? Bon, est-ce que dans le chat, l'économie, c'est de transformer l'énergie en argent, son décroissance. Voilà. La question d'Adeline est pertinente. Là, grosso modo, la question d'Adeline, c'est est-ce que on est obligé on parlait un peu de frugalité. Est-ce que finalement réduire son impact, ça passe nécessairement par de la décroissance dans la consommation, ou de la décroissance de manière générale, je ne sais pas. Je pense que ce mot-là fait peur. Le mot décroissance fait peur. Hein. Parce que le mot décroissance implique, je pense que dans le sens commun, le mot décroissance implique une régression. Moi, je préfère les termes autour d'une croissance autrement, en fait. C'est-à-dire repenser les modèles de croissance. Croître, c'est le propre de l'être humain, de toujours vouloir être en progrès, toujours vouloir se développer. Je pense qu'aujourd'hui, on touche à la limite du modèle de croissance tel qu'il a existé depuis ces 50 dernières années. Je pense qu'il ne faut pas parler de décroissance parce que ça fait peur à tout le monde et c'est très anxiogène. Et il y a cette question dans la transformation de nos modes de vie et dans nos modes de gouvernance de nos entreprises. L'éco-anxiété, c'est quelque chose qui existe vraiment. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention aux mots qu'on emploie. Par contre, travailler sur une croissance autrement, ça, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Et puis il faut dire quelle croissance et quelle décroissance. Est-ce que c'est comptable ou est-ce que c'est des matières, des flux physiques? Prenons l'exemple du textile. Si tu fais un jean qui tient 5 fois plus longtemps que le bas de gamme et que tu vends 5 fois plus cher, en termes d'impact concret sur l'environnement, tu en auras 5 fois moins pour un prix équivalent. C'est juste que c'est plus durable, on va le garder plus longtemps, mais on le paye plus cher à l'achat. En termes comptables, c'est pareil. Mais en termes de décroissance de l'achat des matières et des déchets, tout ce qui va avec, là, en effet, il y a un gain. Donc là, il faut décorréler, je pense, la partie finance, compta, croissance économique et la partie flux physique. Ou que tu fais matière. croître d'autres choses de manière économique, c'est-à-dire que tu mets en place des filières de réparabilité, par exemple, de ton jean. Ou du leasing. Et ça va avec ce que tu disais, hein, l'exemple, il marche aussi, c'est-à-dire que peut-être que tu vas vendre moins à un client, mais du coup, tu vas vendre à 5 fois plus de clients aussi. Donc là, parce que sur l'année, effectivement, tu vas dire je vais vendre 5 fois moins de jeans parce que les clients en achètent 5 fois moins aussi. Mais du coup, effectivement, vu que tu as une singularité, tu gagnes des parts de marché, donc ça se récompense quelque part. L'idée revient avec ce que tu disais, il n'y a pas de goodwill aujourd'hui sur le fait de faire de produire sans impact ou d'avoir une valeur durable. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les publications des entreprises publiques, on regarde souvent la marge à 13%, 14%, etc. Demain, on va regarder si cette marge elle est durable.
Aujourd'hui, c'est vraiment, est-ce que les marges sont bien pilotées? Est-ce que l'entreprise elle va pouvoir passer de 3 milliards à 5 milliards de chiffre d'affaires en gardant ses marges pilotées? Demain, est-ce qu'on va garder cette création de valeur de manière plus durable, c'est ça? Mais aujourd'hui, l'une des problématiques à laquelle les actionnaires et les patrons d'entreprise sont confrontés, c'est qu'il n'y a aucun indicateur qui dit ça. Est-ce que ce qu'on investit sur toute la partie ESG va créer de la valeur durable? Il n'y a personne qui est capable de le dire aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui génère beaucoup d'anxiété et les zones d'arbitrage aussi des dirigeants des entreprises, parce que sur le court terme, ça produit finalement assez peu de valeur. On affiche ces enjeux-là d'un point de vue préservation de l'environnement, et c'est extrêmement important. Par contre, économiquement, pour les entreprises, c'est difficile de mesurer la valeur créée sur un horizon temps qui est relativement court. Il faut que la modération vous m'aide à pas rater les questions, parce qu'honnêtement, j'ai beau être hypermétrope, là, il y a beaucoup de lumière. Des ressources à nous conseiller sur la CSRD, j'imagine ça, Aline. Est-ce que vous avez des ressources sur le sujet ou même plus large? Est-ce qu'il y a des livres ou des choses comme ça qui ont changé votre expérience? Des livres sur la CSRD, je sais pas. À ce point, non, mais de manière générale, sur la thématique. Non, mais par exemple, dans les actes, si vous avez jamais essayé de vous intéresser au sujet, moi, un truc où j'ai réussi à avoir beaucoup de gens qui déclenchent, c'est la dernière bouteille d'eau. Vous connaissez ce défi? La bouteille d'eau que tu achètes, c'est la dernière que tu achètes. Et tu essaies de la garder le plus longtemps possible pour se rendre compte qu'effectivement, en consommant, on peut changer son impact. C'est un demi-pied dans le zéro déchet, mais ça peut permettre aux gens de changer leur façon de consommer. Mais de manière générale, est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent spontanément à l'esprit? Moi, là, pas forcément sur spécifiquement la CSRD, mais on parlait de croissance, décroissance. Moi, c'est Timothée Paric, du coup, qui justement écrit un livre sur ralentir ou périr. Donc, lui, il choisit quand même de donner ce terme-là, de parler en tout cas de ce terme-là, tout en sachant que c'est un mot qui fait peur. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant sur toute justement cette question économique de comment. Et lui, du coup, son idée, c'est d'aller sur une croissance stationnaire, justement, et de se dire, on n'est pas. La croissance peut se définir autrement, comme ce que tu disais, mais ça peut passer par quand même une phase, un moment de décroissance pour remettre au centre. Sur la CSRD, nous on a un guide open source, parce qu'on peut s'inscrire gratuitement sur la plateforme, et il y a tout un guide, un Notion avec plein de ressources à télécharger, et notamment pour les indés, s'ils veulent accompagner leurs clients, c'est accessible directement sur le site de Zei. Franck, c'est quoi le moment où toi tu as eu le déclic sur le sujet, est-ce que tu as eu une prise de conscience sur la RSE? Alors moi j'ai essayé de le mettre en place à mon échelle, à la maison, sur plein de petites actions du quotidien. Moi j'achète assez peu en fait. Je suis quelqu'un qui est assez orienté sur le moins au grand dam de mon fils qui est ado et qui est dans une logique de plus. Et puis en fait j'ai eu la chance de prendre des fonctions autour du pilotage du stock en fait. Et dans une boîte de textile, le stock c'est 15 millions de pièces achetées par an et une valeur d'achat à peu près de 120 millions d'euros. Et il faut qu'on le regarde parce que économiquement ça a un impact, et puis ça a un impact aussi sur notre environnement. Quand on se retrouve avec des stocks de fin de saison dont on ne sait pas quoi faire si ce n'est les vendre à 1 euro, au bout d'un moment ça commence à mettre les boules. Et donc j'ai essayé d'acculturer l'entreprise autour de cet enjeu-là de manière un peu plus forte. Les 2 caméras ont l'air bonnes pour la prod, et je veux bien que tu donnes les dernières questions qu'on doit prendre. Hop. C'est intéressant aussi de rappeler, parce que là on a tous autour de la table, on a tous eu ce moment de conscience, mais on a tous été aussi avant des gens qui consomment de manière pas raisonnable, et les gens qui consomment de manière pas raisonnable aujourd'hui, ils sont juste normaux en fait, donc j'aime bien rappeler que on a tous fait un travail de déconstruction, de prise de conscience, et il y a un déclic souvent qui vient là-dedans. Yes, faut qu'on boucle, me dit la prod. Super. Bon, mais cool. Est-ce que vous avez un dernier mot? C'est la fin, là. Il faut que, comme tu disais, faites des fresques du climat, faites des fresques du numérique, mobilisez-vous, sensibilisez-vous pour avoir ce déclic. C'est chouette. Et commencez à monter sur les sujets RSE, CSRD, même si vous êtes indépendant, parce qu'il y a une pénurie de talents en ce moment qui est assez forte. Et donc, il y a un marché à aller chercher pour vous. Vous pouvez parler à votre consultant, votre BizDev chez Insitu pour vous aider sur le sujet. Franck, c'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est recherche d'équilibre. En fait, je suis assez convaincu que pour vraiment cranter sur le sujet, il y a un sujet économique qui reste derrière prépondérant. Il ne faut pas l'occulter. Je pense qu'il y a des gens qui sont là pour être militants, et puis les entreprises sont là pour être rentables de manière durable. Il faut qu'elles trouvent l'équilibre entre impacter
et continuer à bien faire du De toute business. façon, comme tu le disais, c'est pas un sujet, c'est pas on-off. Non. Bah, même, pour le coup, moi, je mange plus de viande aujourd'hui, mais ça s'est pas passé du jour au lendemain, quoi. Genre, il y a un moment où je me rappelle que j'ai arrêté de manger de la viande, mais quand même, c'est 5 ou 6 ans de transition. J'imagine que c'est pareil pour. C'est un temps long. C'est un temps long, de manière générale, faut arrêter d'imaginer que c'est un spontané. Bon, les gens ont l'air d'avoir bien aimé le webinaire. Merci beaucoup pour vos encouragements dans le chat. C'était cool aussi de notre côté. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À toi. Je refais un rappel, effectivement, donc le 15 novembre, on est à Lyon. Je serai à Lyon aussi avec toute l'équipe pour la prod. Et on enregistrera en plateau. Pensez à vous inscrire au prochain webinaire et pensez à suivre la page de InSitu. Je regarde en l'air comme ça, c'est parce que je regarde le chat. Le chat est sur un écran très haut, hein. Donc si ça vous a l'air bizarre. Puis encore, merci. C'était cool. Merci. Ouais, merci. Générique.